Bonjour, on la cite souvent en exemple des printemps arabes, là où tout a commencé. La Tunisie voit aujourd'hui ce vent de liberté se briser sur la volonté d'un homme. Kais Saied, président inflexible, lui se dit incorruptible. Sa dérive autoritaire, en tout cas, hypothèque l'avenir même du pays, si l'on en croit l'Union européenne, qui dit craindre une nouvelle crise migratoire. La Tunisie menacée d'effondrement. On en débat aujourd'hui avec l'essayiste Hatem Nafti, auteur de Tunisie vers un populisme autoritaire aux éditions Rive-Neuve. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et l'arrestation d'opposants le mois dernier ne fait qu'alimenter les craintes. Exprimer ne serait-ce qu'un désaccord avec la politique suivie par Kais Saied peut conduire tout droit à la casse-prison, comme nous le montrait voilà un mois pour France 24, Lilia Blaise et Amdit Lili. فوجئ بنفسه في مكتب حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك تم إيقافه بدون احترام أي إجراء. L'un des avocats dénonce le manque de motifs clairs autour de ces interpellations et des dossiers peu solides. Il n'y a pas de contenu. Il s'agit de sondages d'opinion, il s'agit de discussions politiques, il s'agit de rencontres avec des diplomates étrangers. Pour les partis d'opposition, ce coup de filet n'est que le début. C'est le règne de l'arbitraire, donc on ne peut rien prévoir et on doit s'attendre à tout. Face à la levée de boucliers au sein de la société civile et de la classe politique, le président de la République s'est exprimé sur ces arrestations liées à un complot portant atteinte à la sécurité de l'État, selon ses mots. Ces arrestations concernent une atteinte à la sûreté de l'État intérieur et extérieur. Elles se sont déroulées dans les règles et dans le respect des droits de l'homme et des libertés. À la radio Mosaïque FM, dont le directeur a été interpellé, les journalistes ont mis un brassard rouge pour exprimer leur colère. La raison de l'arrestation n'a pas été donnée. Il a été questionné sur la ligne éditoriale de la radio par des instances judiciaires, ce qui est complètement surréel. Nous sommes très très critiques envers le pouvoir en place, comme nous l'avons déjà été avec les pouvoirs précédents. Et ça n'est pas prêt de changer, donc du coup ça dérange énormément les autorités qui voudraient que seule leur vérité passe sur antenne. Hatem Nafti, que reprochent exactement les autorités tunisiennes aux personnes interpellées ? Alors, déjà, le parquet ne communique pas sur ce qui se passe. Donc, les autorités judiciaires ne communiquent pas. Donc, nous n'avons que la version des avocats et la version des proches du président qui diffusent sur les réseaux sociaux tout un tas d'informations, souvent erronées. Ce que l'on sait d'après les avocats, c'est que toutes les personnes arrêtées, parmi elles, il y a 8 responsables politiques de l'opposition, elles sont toutes poursuivies pour les mêmes chefs d'accusation. Il y a, selon 17 articles de la loi antiterroriste et 15 articles du code pénal. C'est-à-dire que les personnes, si tous ces faits étaient avérés, ces personnes-là seraient condamnées à mort plusieurs fois. Donc je vous donne quelques exemples. Il y a formation d'une organisation terroriste, entraînement d'un groupe de personnes dans l'intention de commettre un crime terroriste, atteinte à la sécurité alimentaire de l'environnement, fourniture d'armes, d'explosifs, complot contre la sûreté de l'État, assaut destiné à modifier la structure de l'État, établissement de contact avec des diplomates, et ça c'est un point très important. Oui, parce qu'il s'agit de contact notamment avec l'ambassadeur de France. Avec l'actuel ambassadeur de France, André Parent, et son prédécesseur, et il en va de même pour l'Italie. Donc ce sont des personnes qui sont toujours en poste, qui ont rencontré, généralement d'ailleurs ont vu au sud tout le monde, parce que les partis politiques, notamment d'opposition, communiquent sur leurs liens avec les ambassadeurs, qui sont parfaitement licites. Et ce qui est assez curieux dans cette affaire, c'est que les personnes qui ont contacté des diplomates sont aujourd'hui détenues, mais les mêmes diplomates, si complot il y a, ils devraient à minima être déclarés persona non grata et donc expulsés de la Tunisie. S'il y a un complot contre la Tunisie par des diplomates, il faut absolument les mettre dehors. Mais ce qui se passe, c'est qu'on arrête les opposants et on n'arrête pas du tout Vous voyez quand même les chefs d'accusation. Oui, oui. On les diplomates eux, ne sont ni inquiétés, ni même auditionnés. Ni même auditionnés, ni même convoqués. Oui. Avec l'arrestation du patron de Mosaïque FM, qui a fait grand bruit, Nourdine Boutard, là, un cap a été franchi. Oui, tout à fait. C'est le patron d'une
radio dont l'État est actionnaire à hauteur de 14% parce que ça appartenait à la famille de Ben Ali, donc il y a une part de cette radio qui est confisquée et donc qui appartient aujourd'hui à l'État. C'est la première radio de Tunisie et c'est l'émission Midi Show que vous avez montré tout à l'heure qui est très critique envers ce pouvoir, mais envers tous les pouvoirs pendant la décennie écoulée, qui est dans le viseur. Le président a même exprimé publiquement, en marge du sommet de la francophonie, son exaspération de cette radio. Et aujourd'hui, ce monsieur est aussi poursuivi précisément pour complot contre la sécurité de l'État, blanchiment d'argent. Ses avocats disent que le dossier est absolument vide. Et donc, c'est clairement une manière de faire peur, parce qu'il y a d'autres chaînes de télévision et de radio qui sont impliquées, dont le financement est opaque, qui ne sont pas du tout inquiétés. Donc, on voit quand même qu'on désigne une radio insolente. Et les exemples de dérives autoritaires ne manquent pas depuis l'arrivée au pouvoir en Tunisie de Kais Saied. Il y a maintenant 3 ans et demi, Lilia Blaise. C'est plus d'une vingtaine de personnes qui sont arrêtées aujourd'hui en Tunisie et toujours derrière les barreaux. Il leur est reproché pour une dizaine d'entre elles d'avoir atteint à la sécurité de l'État en vertu de la loi antiterroriste. Alors aujourd'hui, les motifs d'accusation restent assez flous et les dossiers vides selon les avocats. Beaucoup d'opposants politiques à Kais Saied dénoncent ces arrestations et continuent de manifester dans la rue, mais dans des manifestations très circonscrites à quelques centaines de personnes et étroitement surveillé par les autorités. Ce climat politique tendu dans le pays a suscité une levée de boucliers aussi au sein de la communauté internationale et des mises en garde notamment de la part de l'Union européenne. Le Parlement européen a voté le 16 mars une résolution très sévère contre la Tunisie pour dénoncer les atteintes aux libertés syndicales, aux libertés journalistiques et également ces arrestations. Mais les pays européens se retrouvent face à un dilemme entre soutenir le régime tunisien malgré ce rétropédalage démocratique et faire face à un éventuel effondrement de l'économie tunisienne selon la diplomatie européenne. C'est en ce sens justement que plusieurs délégations européennes se sont rendues à Tunis ces derniers jours pour discuter avec les autorités tunisiennes et également d'un soutien financier qui pourrait être apporté afin d'éviter l'effondrement de l'économie et toute conséquence, à savoir la poussée migratoire vers les côtes européennes. Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Hatem Nafti lui revendique une démocratie directe par le peuple. Il garde quand même un contre-pouvoir aujourd'hui face à lui, c'est le principal syndicat, la principale centrale syndicale du pays, l'UGTT. Alors c'est effectivement un contre-pouvoir qui a été très puissant, notamment pendant les 10 dernières années, les 10 années post-révolutionnaires. Aujourd'hui, l'UGTT reste effectivement un contre-pouvoir, mais un contre-pouvoir très affaibli. Parce que d'une part, l'UGTT étant aussi... il y a des équilibres intérieurs au sein de l'UGTT. Il y a énormément de personnes, notamment de cadres intermédiaires, mais aussi de hauts cadres qui soutiennent le président de la République, parce que l'UGTT, si vous voulez, c'est un syndicat qui regroupe toutes les puissances progressistes. Et aujourd'hui, une partie des progressistes, notamment les nationalistes arabes et une partie de la gauche, soutient le président de la République. Et donc, ça se voit aussi dans les équilibres intérieurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'UGTT, elle fait des fois, elle monte un petit peu au créneau, et des fois, elle se calme. Donc, non, c'est un contre-pouvoir, certes, mais assez affaibli. Et un syndicat lui-même tiraillé, on l'aura compris. À peine un électeur tunisien sur 10 s'est déplacé lors des législatives en janvier dernier. Un chiffre qui traduit quoi? Un rejet de Kais Saied ou juste un désintérêt pour ce qui est devenu le Parlement? Alors c'est un petit peu des deux, si vous voulez. C'est pas un rejet de Kais Saied. Kais Saied reste la personnalité politique la plus populaire jusqu'à aujourd'hui. Donc disons qu'après son coup d'État du 25 juillet 2021, il avait des taux de popularité dans les 90%. Aujourd'hui, on est autour de 50%. Donc, s'il y a une élection présidentielle, mais d'un autre côté, s'il y a une élection présidentielle, il passerait du premier tour jusqu'à aujourd'hui. En revanche, les gens ne le suivent pas sur son projet. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que lui a décrété donc l'état d'exception parce qu'il estimait que le Parlement dérivait totalement, et c'était un Parlement impopulaire. Donc il a proposé de changer les règles du jeu, de baisser les pouvoirs du Parlement et en même temps de modifier même le mode de désignation de ce Parlement. Les Tunisiens ne l'ont pas suivi.
mais il reste populaire. En tout cas, Kais Saïed lui a trouvé les responsables au problème de la Tunisie, les migrants. Voyez ce qu'il a dit lors d'un conseil de sécurité nationale, toujours fin février. La présence en Tunisie de hordes de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne serait, selon lui, une source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Le président tunisien qui, dans un communiqué, affirmait au même moment que l'immigration relèverait d'un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique de la Tunisie. Un discours suivi d'une véritable chasse aux clandestins. Nombreux d'entre eux ont perdu du jour au lendemain leur emploi et parfois même leur logement. Écoutez certaines de leurs réactions. Mais pourquoi tant de racisme? Vous êtes en paix dans notre pays et ici, on n'est pas tranquille. Disons que la situation est devenue assez critique. Personnellement, je suis ici, ça fait 4 ans. C'est ma 4e année ici en Tunisie. Je fais mon master. Mais j'ai décidé en pleine année universitaire de laisser mes études en plein et puis de rentrer chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité. Nous sommes tous des migrants légaux. Tu vois, on a subi beaucoup de choses ici. Aujourd'hui, on a décidé de rentrer dans notre pays volontairement. Parce que les Tunisiens ne nous aiment pas. Donc on est obligé de quitter leur pays pour rentrer dans notre pays. Donc quand nous, on rentre chez nous, on veut les retours. Les Tunisiens qui sont chez nous aussi, ils rentrent dans leur pays. Donc ça sera égal. Ce discours de Kais Saïed peut être considéré comme à l'origine du départ et du naufrage de plusieurs embarcations au large de la Tunisie depuis. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il a certainement précipité le départ de toute manière possible de migrants subsahariens. Il y en a certains qui sont revenus dans leur pays, d'autres qui ont certainement accéléré les départs clandestins. En revanche, tous les ans, en réalité, on a des drames migratoires. Maintenant, c'est le printemps. Et donc, les conditions météorologiques permettent plus de départs. Donc, je pense que c'est un petit peu des deux. Mais malheureusement, la Tunisie connaît ces drames de manière très régulière. Derrière ce discours, tout de même, il y a l'échec de 10 ans de politique économique depuis la révolution de Jasmin. Alors, si vous voulez, la Tunisie est en crise économique au moins depuis 2008. La révolution a été l'une des conséquences de la crise mondiale qui a frappé de plein fouet la Tunisie. Et ça avec plus d'un jeune sur 3 au chômage quand même. Avec effectivement un taux de chômage très important. Et l'acte fondateur, si vous voulez, même de la révolution, c'était cette histoire de Mohamed Bouazizi qui a été présenté dans un premier temps comme un diplômé du supérieur, ce qui n'était pas le cas. Mais en tout cas, ça traduisait cela. Et on va y revenir justement à la fin de cette émission. Je voudrais que vous restiez évidemment avec nous, Hatem Nafni, pour décrire en tout cas le sentiment qui habite une partie de cette jeunesse. Écoutez le rappeur Clay et son clip Tunis comme Tunisie. تونس تعلم عوم تعلم عيش تعلم مهرب من التفتيش مومس دولة ابليس تاع كريس دفنونا غربة في جرجيس تونس قضايا محاكم خفوف وبلوارات فقر ومشاكل تتراكم تفوت رقود ورات قتلونا وبعثونا الحاكم يقمعنا حرب كبارات حومنا سخونة منها اخطاكم نظلموا نشنوا غارات تونس قضايا Suite du monde dans tous ses états, la Tunisie, que reste-t-il de la révolution de Jasmin? On continue d'en parler avec l'essayiste Hatem Nafti. Pour de nombreux migrants, en tout cas en Tunisie, la Méditerranée est désormais la seule route de l'espoir. C'est un sujet de Raphaël Chapira pour France Télévisions. Sur ce navire, 500 migrants à la dérive. Dans une mer Méditerranée déchaînée, les gardes-côtes se sont livrés à un sauvetage hors norme, portant assistance à plus de 1200 personnes. De nombreux bateaux de secours sont déployés. Les opérations sont compliquées à cause des conditions météorologiques très difficiles. Les bateaux des douanes et de la marine sont venus en renfort pour sauver les personnes en détresse. Des moyens exceptionnels, déployés 15 jours après le naufrage de Cutro, qui a fait au moins 78 victimes sur les côtes italiennes. Un choc qui a provoqué polémiques et manifestations sur le manque de réactivité des secours. Route migratoire la plus dangereuse au monde, la mer Méditerranée est pourtant quotidiennement empruntée par les migrants pour rejoindre l'Europe et les sauvetages y sont toujours plus périlleux. Les enfants, sortez les enfants!
Un nombre de traversées qui s'accélère à l'approche du printemps et avec l'amélioration théorique des conditions de navigation. Mais cette année, la route est bien plus empruntée, avec 3 fois plus de traversées que l'an dernier à la même époque. Les débarquements sont quotidiens sur tout le sud italien, à Lampedusa en Sicile, en Calabre ou encore dans les Pouilles, ici le port de Brindisi. En ce moment, nous faisons face à un flux constant de personnes, des personnes qui fuient la Libye et la Tunisie. La plupart des naufragés seront ensuite hébergés temporairement dans des centres dédiés. Celui de l'île de Lampedusa est totalement saturé, avec 5000 personnes accueillies pour seulement 400 places. Et conséquence de cet engorgement qu'on vient de voir dans votre reportage, les Italiens demandent à leurs partenaires européens d'aider la Tunisie, Raphaël Chapira. Et oui, parce qu'avec ses arrivées massives, Giorgia Meloni a compris que c'était sans doute sa seule solution. Et donc, elle plaide la cause de la Tunisie auprès du FMI pour essayer de soulager la pression financière sur le pays et la crise économique que vivent les Tunisiens. Vous savez, Giorgia Meloni est très pragmatique et ce sujet la met régulièrement en difficulté ici en Italie, et ce, des deux côtés de l'échiquier politique. Il y a un mois, après la mort de 90 migrants au large des côtes italiennes, la polémique ici a été énorme. La gauche lui reproche d'avoir abandonné ces personnes en mer, de ne pas avoir tout fait pour les sauver. Et puis de l'autre côté, il y a son électorat, plutôt de droite évidemment, qui chaque jour voit ces embarcations à la télévision, la montrant, Giorgia Meloni, elle, impuissante face à ce phénomène que pourtant elle prétendait juguler. Hatem Nafti, l'Europe a une responsabilité particulière envers la Tunisie, un intérêt aussi à ce que ce pays aille bien. Oui, tout à fait. L'Europe, malheureusement, elle ne regarde que la question migratoire et la question de la stabilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a parlé de l'état des libertés et en contrepartie, on voit le silence le silence, sinon le soutien, parce que la France, par exemple, Emmanuel Macron a déclaré qu'il soutenait la Tunisie, il soutenait Kais Saied sur son projet politique. Ça, il l'a déclaré en marge du sommet de la francophonie en novembre dernier. Il a redit la semaine dernière en marge du sommet de Bruxelles que pour lui, ce qui importait, c'était la stabilité de la Tunisie, ce qui passe par la signature de cet accord avec le FMI et la question migratoire. Et c'est ce qui explique le silence, sinon la complicité même des autorités françaises avec le pouvoir en place. Et je crois que c'est la seule donne migratoire et la stabilité qui détermine ce qui se passe. Après, vous voyez, le Parlement européen s'exprime sur les libertés, mais les exécutifs, principalement italiens et français, ne regardent que la question migratoire. Kais Saied en a conscience de cela, il instrumentalise la question migratoire à des fins politiques? Alors, très difficile à établir, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que la Tunisie est un bon garde-frontière. Il y a eu l'année dernière avec la France la crise qu'on a appelée la crise des visas, où on a très vite reconnu que la Tunisie, ça c'est le gouvernement français qui a reconnu que la Tunisie coopérait beaucoup plus que l'Algérie et le Maroc en termes de réadmission, donc de délivrance de laissez-passer consulaires. Et je crois qu'il y a un intérêt bien compris. Les Français et les Italiens non seulement soutiennent la Tunisie, mais en plus ferment les yeux sur tout ce qui se passe. Là, on ne parle plus du tout des valeurs qu'on brandit à chaque fois. Là, on laisse faire, mais en contrepartie, on a un bon garde-frontière. Oui. Et derrière, la Tunisie a compris aussi qu'il fallait continuer sur cette question migratoire pour que ce régime se perpétue. Cette peur d'un grand remplacement agité par Kais Saied quand il parle des migrants d'Afrique subsaharienne, ça a quel fondement? Le phénomène, il est vraiment massif? Non, absolument pas. On parle de 21 000 subsahariens sur une population de 12 millions de personnes, donc c'est epsilon. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, pendant la guerre en Libye, il y a eu 1 million de Libyens qui sont venus en Tunisie, et ça s'est très très bien passé. Donc il y a un racisme latent, ça c'est clair, et il y a aussi, ça c'est très important, un pouvoir, notamment Kais Saied, qui est très perméable à la théorie du complot. Il y a un parti fasciste tunisien qui a développé cette théorie du grand remplacement, qui l'a un petit peu adapté à la sauce tunisienne, et qui a envoyé ses conclusions au président, qui les a reprises telles quelles. Le Parti nationaliste tunisien. Mais Kais Saied explique tout par le complot, c'est-à-dire la crise économique aujourd'hui. Il est convaincu que c'est du fait de ses adversaires. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé à Zarzis.
lui, il a aussi expliqué que c'était un complot ourdi par ses adversaires. Dans le clip, hein, oui. Absolument. Donc à chaque fois, on a une perméabilité du pouvoir à la théorie du complot. Il n'y a pas que des migrants d'Afrique subsaharienne qui fuient la Tunisie vers l'Europe. De nombreux Tunisiens tentent eux aussi de gagner le continent, conscients des risques encourus en Méditerranée. Eux arrivent plutôt par les Balkans, Nathan Ramaérisson. Effectivement, et d'abord un chiffre à vous donner, 138 km, c'est la distance entre les côtes tunisiennes et les côtes européennes, ou plus particulièrement la distance entre les côtes tunisiennes et l'île de Lampedusa, l'île italienne de Lampedusa, vers laquelle, vous l'avez vu dans le sujet précédent, le périple est extrêmement périlleux, extrêmement dangereux. Au total, ce sont donc 544 Tunisiens qui ont perdu la vie l'an passé en tentant de traverser la mer Méditerranée. Ce chiffre, il est énorme et pourtant, il ne rebute pas celles et ceux qui tentent l'exil vers l'Europe. 18 148 Tunisiens ont ainsi débarqué en Italie en 2022, d'après le ministère de l'Intérieur italien. Et si on se fie aux chiffres du premier trimestre 2023, eh bien on voit un nombre d'arrivées qui est encore en augmentation. Cela pousse notamment les Tunisiens à emprunter une route plus traditionnelle, plus longue également, celle des Balkans, de la Turquie vers le nord-est de l'Europe, notamment la Slovénie ou encore l'Autriche, pénétrer dans l'espace Schengen pour ainsi se mouvoir plus facilement ensuite au sein du territoire européen. Au total, ce sont donc 15 000 Tunisiens qui ont tenté de rallier l'Europe par la route des Balkans l'an passé. Hatem Nafti, le fait que la Serbie impose désormais un visa aux ressortissants de Tunisie, ça n'a pas dissuadé ça les départs? Non, ça n'a pas dissuadé les départs. Quand on est, tous les pays européens, tous les pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen imposent des visas. Pour autant, les Tunisiens et les ressortissants des pays du Sud continuent à emprunter ces routes. Ces routes, effectivement, la route des Balkans, parce que la Serbie était quasiment le dernier pays européen à admettre les Tunisiens sans visa, vu ce qui s'est passé, vu comment ça s'est accéléré l'année dernière, il a imposé un visa, mais la Turquie continue à accepter les Tunisiens sans visa, et donc c'est leur manière d'arriver en Europe. La cause, c'est la situation dramatique de l'économie tunisienne, suspendue à l'obtention d'un prêt d'1,9 milliard du FMI. Les négociations traînent, d'où la menace d'effondrement agitée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. C'est Kais Saied qui bloque? Oui. Alors, si vous voulez, on a quelque chose d'assez compliqué, parce que d'une part, on a un gouvernement qui est aux ordres de Kais Saied, qui continue de négocier avec le FMI, et un président de la République, notamment sous l'influence de ses proches, qui ne veut pas de ce prêt avec le FMI, et qui a développé toute une théorie, entre guillemets, économique, qui est qu'on peut contourner le FMI, notamment en proposant une amnistie aux personnes corrompues, notamment sous l'ère Ben Ali, en échange, donc... faire revenir les capitaux, quoi. Faire revenir les capitaux, mais on parle il se base sur un rapport qui a été établi en 2011. Les principales personnes sont soit en dehors du pays, donc n'ont aucun intérêt à signer une amnistie, soit mortes. Ben Ali est mort, typiquement. Et d'un autre côté, le chiffre sur lequel il se base est totalement fantaisiste, et il équivaudrait peu ou prou à ce qu'on va avoir du FMI. Donc, il a mis en place une commission pour récupérer cet argent. C'est bien mal acquis, mais pour l'instant, elle piétine, elle trouve rien. Et encore une fois, parce qu'on part d'un constat qui est faux. Il pensait réellement récupérer cet argent s'est déprécié. Ça a été résolu en justice, et tout l'argent, en général, planqué à l'étranger, au bout de 10 ans, il y a prescription. Donc, malheureusement, il se base sur une illusion, et il pense... Donc là, si vous voulez, il tempère les négociations avec le FMI en espérant récupérer cet argent qui sortirait la Tunisie du pays. C'est une hypothèse totalement farfelue, mais à laquelle le président croit. Retour en arrière à présent, comme à chaque fin d'émission. C'était il y a 12 ans, le 17 décembre 2010. Un vendeur ambulant, vous l'avez évoqué, Mohamed Bouazizi, s'immolait par le feu dans la ville de Sidi Bouzid après s'être fait confisquer sa marchandise par des policiers. L'événement déclenchait une vague de manifestations qui amenèrent au départ du président jusque-là tout-puissant Zine El Abidine Ben Ali. Vous voyez ce reportage d'archives. Nous sommes à la veille du départ de Ben Ali, mais lui-même ne le sait peut-être pas encore. Pour calmer la protestation, il intime l'ordre à la police de ne plus tirer sur les manifestants. Nous sommes le 13 janvier 2011. C'est un sujet de Sylvain Lequesne pour France 3. Pour la troisième fois depuis le début des émeutes, le président Ben Ali s'est exprimé ce soir à la télévision. Il a exclu de briguer un nouveau mandat, promis une liberté totale de la presse
et une enquête indépendante sur les troubles qui secouent le pays. Assez de violence. J'ai également donné des instructions au ministère de l'Intérieur. Et je réitère, il faut arrêter de tirer. On ne peut pas accepter les balles. Il n'y a pas de justification pour les armes à feu. Pourtant, cet après-midi, dans les rues de Tunis, les policiers ont de nouveau tiré sur la foule. Sur ces images, l'un des manifestants s'écroule, touché à une jambe. Un peu plus loin sur l'avenue Bourguiba, à coups de gaz lacrymogène, les forces de l'ordre dispersent un rassemblement. Pour échapper aux motards des forces spéciales, les manifestants s'enfuient par des rues parallèles pour reformer quelques minutes plus tard un nouveau cortège. Le dictateur doit partir. Le peuple n'en a plus envie de ce dictateur. Un manifestant a été tué cet après-midi à Tunis. Ce soir, la tension est loin d'être retombée. Voilà, et au lendemain de ces images, donc Ben Ali allait fuir le pays, fuir la Tunisie après 23 ans de règne. Il est mort en exil en Arabie Saoudite en 2019. En voyant ces images, on ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec la période actuelle. Kais Saied suit un destin à la Ben Ali. Alors, je ne sais pas comment va évoluer Kais Saied, mais je pense que les contextes sont assez différents. Et une des choses qui ont fait la popularité de Kais Saied, c'est qu'il a pris à bras-le-corps, où il a tenté en tout cas de prendre à bras-le-corps la question des morts et des blessés de la Révolution qui ont été un drame, qui ont été abandonnés par à peu près tous les politiques. Et lui a continué à suivre cette affaire, ce qui fait une partie de sa popularité, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les blessés de la Révolution, malgré tout ce qu'on a dit, continuent à le soutenir. Et je pense que les contextes sont très différents, mais je ne sais pas comment vont évoluer les choses. Pour l'instant, il reste populaire malgré tout ce que nous avons dit. Merci beaucoup Hatem Nafti d'avoir été avec nous. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la revoir sur nos sites internet franceinfo.fr, france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour Le Monde dans tous ses états.